Le camion de déménagement a disparu autour du coin sans ralentir. Evelyn Hartley se tenait sur le trottoir regardant ses feux arrière s'estomper dans le crépuscule de novembre. Le camion transportait tout ce qu'elle possédait. 46 ans de mariage compressés dans des boîtes en carton, photographies de petits-enfants qu'elle voyait rarement. La chaise de lecture d'Harold, qui sentait toujours son tabac à pipe après 10 ans. Ses prix d'enseignement de Roosevelt High. Tout. Et sa fille Lauren l'avait tout chargé pendant qu'Evelyn était sortie se promener. Le froid la frappa alors, pas le genre de temps, bien que cela venait d'aussi. Ce froid commença quelque part derrière ses côtes et se répandit vers l'extérieur jusqu'à ce que ses doigts devinrent engourdis contre la rampe du Porsche qu'elle avait aidé à peindre il y a 3 étés. À l'époque où Lauren prétendait encore la vouloir ici. À l'époque où le mot mère signifiait quelque chose d'autre que fardeau. Evelyn tendit la main vers la poignée de porte verrouillée. Le clic métallique résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Elle pressa sa paume à plat contre le bois, sentant la maison rejeter son toucher, la façon dont sa fille avait rejeté sa présence. À l'intérieur étaient ses médicaments, son manteau, la photographie d'Harold qu'elle gardait sur sa table de chevet, la photographie à laquelle elle parlait chaque matin, parce que la solitude vous fait faire des choses qui vous embarrasseraient si quelqu'un regardait. Elle frappa 3 fois. Le son sembla petit contre le calme du soir. Pas de réponse. À travers la fenêtre, elle pouvait voir des ombres bouger. Lauren était à la maison. Lauren se tenait dans la cuisine, probablement regardant l'horloge, attendant que sa mère comprenne que la porte ne s'ouvrirait pas ce soir ou n'importe quel soir après. Evelyn frappa de nouveau, plus fort cette fois. La lumière de la cuisine s'éteignit, puis le salon, puis la chambre à l'étage. Un par un, les lumières de la maison où elle avait vécu pendant 2 ans disparurent jusqu'à ce que seule l'obscurité reste. Sa fille était toujours à l'intérieur. Sa fille choisissait l'obscurité plutôt que d'ouvrir cette porte. À 76 ans, Evelyn Hartley pensait qu'elle avait expérimenté chaque sorte de douleur qu'un cœur humain pouvait contenir. Elle avait enterré un mari, elle avait regardé ses parents mourir. Elle avait échoué des étudiants qu'elle voulait désespérément sauver et perdu des amis à des cancers qui les prirent pièce par pièce. Mais ça, c'était quelque chose d'autre entièrement. Se tenant sur un porche début novembre, avec la température qui baissait, et son propre sang décidant qu'elle ne valait pas l'inconvénient d'une conversation, pas même une explication, pas même la dignité de se faire dire en face qu'elle n'était plus voulue, juste une porte verrouillée dans l'obscurité et le son lointain d'un camion de déménagement transportant toute sa vie quelque part où elle ne le trouverait jamais. La main d'Evelyn trembla alors qu'elle l'abaissait de la porte. Son sac à main pendait de son épaule. À l'intérieur était tout ce qui comptait maintenant. 95 $ en espèces, son permis de conduire, sa carte de sécurité sociale, une seule photographie d'Harold qu'elle avait attrapée ce matin-là avant sa promenade, parce que quelque chose lui avait dit de la garder près. Elle ne savait pas qu'elle aurait besoin de ces choses. Elle ne savait pas que ce serait son dernier matin dans cette maison. Mais quelque chose dans ses os avait su, quelque chose d'ancien et d'instinctif qui lui avait murmuré pendant qu'elle s'habillait, lui disant de mettre les choses importantes dans son sac à main au lieu de les laisser dans le tiroir comme elle le faisait d'habitude. La rue s'étirait vide dans les 2 directions. Le vent de novembre coupa à travers son fin cardigan comme s'il avait une rancune personnelle. Les fenêtres des voisins brillaient chaudes et jaunes. Famille s'asseyant pour le dîner. Télévision scintillant bleu derrière des rideaux tirés contre la nuit qui venait. Evelyn avait vécu sur ce bloc pendant 2 ans. Elle ne pouvait nommer une seule personne derrière ses fenêtres. Elle avait été invisible ici, tout comme elle avait été invisible dans la vie de sa fille ces derniers mois. Les soupirs quand elle posait des questions. Les sourires à lèvres serrées quand elle offrait d'aider avec le dîner. La façon dont Lauren la regardait à travers, au lieu de la regarder comme si Evelyn était déjà devenue un fantôme et n'avait simplement pas encore remarqué. La différence était que maintenant, elle n'avait nulle part où se cacher de cette vérité.
Evelyn Hartley commença à marcher. Elle ne savait pas où elle allait. Elle n'avait pas de destination en tête. Elle ne pouvait simplement pas rester sur ce porche une minute de plus. Ne pouvait pas supporter le poids de fixer une porte qui ne s'ouvrirait pas. Ne pouvait pas se laisser s'effondrer sur le paillasson comme quelque chose de jeté. Elle avait été une institutrice pendant 32 ans. Lycée Roosevelt, le genre d'endroit où les détecteurs de métaux n'étaient pas facultatifs et l'espoir était un acte radical, elle enseignait l'anglais à des adolescents qui ne voulaient pas l'apprendre. Des enfants qui venaient en classe affamés ou défoncés ou si brisés par des circonstances hors de leur contrôle qu'ils pouvaient à peine tenir un crayon. Et elle avait aimé chaque année impossible de cela. Ses étudiants l'avaient appelée Madame H. Certains d'entre eux l'avaient appelée des choses pires, surtout au début, avant qu'ils n'apprennent qu'elle n'abandonnerait pas sur eux, peu importe à quel point ils poussaient. Avant qu'ils n'apprennent qu'elle avait du fer dans sa colonne vertébrale déguisée en os. Harold disait ça d'elle, du fer dans sa colonne vertébrale. Il aimait ça d'elle. La façon dont elle pliait mais ne cassait jamais. La façon dont elle tenait bon contre des parents qui la menaçaient et des administrateurs qui l'abandonnaient dans un système qui semblait conçu pour écraser quiconque se souciait réellement des enfants qu'il était censé servir. Après la mort d'Harold, Evelyn oublia cette partie d'elle-même. Le chagrin vous rend doux. La solitude vous rend désespéré. Déménager chez Lorraine avait semblé pratique à l'époque. 2 ans de veuvage rebondissant autour d'une maison vide où chaque pièce lui rappelait des conversations qu'elle n'aurait plus jamais. Chaque coin tenant un souvenir qui coupait plus profond que n'importe quel couteau. Quand Lorraine suggéra qu'elle vienne rester, Evelyn avait hésité. Une partie d'elle savait mieux. Une partie d'elle se souvenait de la tension qui avait toujours existé entre elles. Le fossé qui s'était élargi après les funérailles d'Harold quand Lorraine commença à parler de la maison et du testament et de ce qu'elle pensait mériter. Mais la solitude gagna. La solitude gagne toujours quand vous la laissez faire. La première année ne fut pas terrible. Elles coexistèrent, vivaient parallèles sous le même toit. Puis la patience de Lorraine commença à s'effilocher. Les commentaires commencèrent petits. Observations déguisées en inquiétude. « Tu es étourdie, maman. Tu as encore laissé la cuisinière allumée. Peut-être devrions-nous chercher ces endroits. Tu sais, où ils ont des infirmières. » Evelyn essaya de se faire plus petite, plus silencieuse, moins visible. Elle arrêta de cuisiner des repas élaborés parce que Lorraine se plaignait du désordre. Arrêta de réarranger les meubles parce que Lorraine aimait les choses telles qu'elles étaient. Arrêta d'offrir des opinions sur tout ce qui importait parce que Lorraine avait rendu clair que les opinions de sa mère étaient des reliques d'une autre époque. Rien de tout cela n'était suffisant. Les soupirs devinrent plus forts. Les sourires devinrent plus serrés. Les suggestions concernant la vie assistée devinrent des conversations hebdomadaires qui ressemblaient plus à des menaces qu'à des options. Mais voici la vérité que Lorraine n'a jamais comprise. Evelyn Hartley n'était pas étourdie. Elle était en deuil. Elle était seule. Elle avait 76 ans et regardait son monde rétrécir un jour à la fois pendant que sa propre fille comptait les mois jusqu'à ce qu'elle puisse finalement être débarrassée de l'obligation. Il y a une différence entre confusion et chagrin. Lorraine n'a jamais appris à les distinguer. Le restaurant apparut comme quelque chose d'un rêve. Evelyn ne se souvenait pas d'avoir décidé de marcher ici. Ses pieds la portèrent simplement à travers les rues froides, pendant que son esprit rejouait cette porte verrouillée encore et encore, essayant de trouver une explication qui ne blessait pas autant que l'évidente. L'enseigne disait Murphy's en néon rouge. Certaines des lettres scintillaient. Le genre d'endroit qui avait servi le même menu depuis avant la naissance d'Evelyn. Le genre d'endroit qui sentait le café et la graisse, et des décennies de conversations qui n'importaient à personne, sauf aux gens qui les avaient. Elle poussa la porte parce que le vent empirait. La chaleur la frappa immédiatement, épaisse et légèrement viciée, portant des notes de bacon et de pain grillé brûlé et de savon à vaisselle. Quelques clients étaient assis dans des cabines le long du mur du fond, des chauffeurs de camions, surtout à leur allure.
des hommes au visage buriné et aux mains qui avaient travaillé assez dur pour gagner leur épuisement. Evelyn trouva une cabine près du fond. Elle glissa sur le siège en vinyle et plaça son sac à main à côté d'elle. Ses mains tremblaient encore, elle ne pouvait pas les faire arrêter. Une serveuse apparut, 50 ans, peut-être. Yeux fatigués qui avaient une vue assez pour cesser d'être surpris par grand-chose. Le genre de femme qui avait travaillé le quart de nuit assez longtemps pour reconnaître les ennuis quand il passait la porte. Son badge disait « Nain, juste du café », dit Evelyn. Sa voix sortit plus petite qu'elle n'avait l'intention. « Noir, s'il vous plaît ». Nain l'étudia un instant. Le fin cardigan, les mains tremblantes, le regard que les gens ont quand le monde vient de s'effondrer sous leurs pieds et qu'ils essaient encore de se souvenir comment respirer. Nain hocha la tête une fois et disparut. Elle revint avec du café et quelque chose qu'Evelyn n'avait pas commandé. Un panier de frites dorées et de la vapeur chaude montant dans la lumière fluorescente de la maison. Nain dit doucement, « Vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose de chaud. » La gorge d'Evelyn se serra. Elle voulait refuser, voulait maintenir un lambeau de la dignité qui lui avait été arraché ce soir. Mais la faim gagna l'argument avant qu'il ne commence. « Merci. » Elle mangea lentement, une frite à la fois, goûtant le sel et de la graisse et quelque chose qui ressemblait presque à de la gentillesse. La première gentillesse que quelqu'un lui avait montrée depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir. Les 95 $ étaient posés sur la table devant elle. Elle l'avait déjà compté 3 fois. 4 billets de 20, un de 10, un de 5. Lissant chaque billet à plat parce que la répétition lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer, à part le vide se propageant dans sa poitrine. C'était tout. Son chèque de sécurité sociale n'arriverait pas avant encore 9 jours. L'argent liquide dans son sac à main représentait la limite absolue de sa capacité à survivre. Une chambre de motel en prendrait la moitié en une seule nuit. La nourriture prendrait le reste. Et puis quoi? Puis rien. Puis quoi que ce soit qui arrivait aux vieilles femmes qui manquaient d'argent et d'options et de gens qui se souciaient si elles vivaient ou mouraient, c'est alors qu'elle vit le journal. Quelqu'un l'avait laissé dans la cabine derrière elle. La section des petites annonces pliées ouvertes aux publicités et avis publics. Elle tendit la main pour l'attraper sans penser son instinct d'enseignante pour la lecture toujours actif après toutes ces années. Ses doigts tracèrent les colonnes. Avis d'enchères, équipement agricole, terrain vague, annonce légale sur des successions que personne ne voulait. Puis elle le vit près du bas de la page, presque une réflexion après coup. Enchères du comté, propriété non réclamée. 15 novembre, 9h. Annexe du palais de justice. Parmi les annonces, Milzone 47, Copper Ridge Road, ancien clubhouse privé, abandonné 15 ans, préoccupation structurelle, vendu tel quel, sans garantie, sans inspection, propriété porte une histoire significative, enchère minimale, 95 $. Evelyn lut l'annonce 3 fois, 95 $. Elle avait des équipements 95 $. La coïncidence ressemblait à quelque chose de plus qu'une coïncidence. Cela ressemblait à l'univers tendant la main à travers des couches d'obscurité et offrant un dernier test. Une dernière chance de prouver qu'Evelyn Hartley n'était pas encore finie. Elle encercla l'annonce avec un stylo que Nain avait laissé sur la table. Son écriture tremblait, mais restait lisible. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette annonce la mènerait à une maison où 200 âmes avaient autrefois trouvé refuge. Une maison qui détenait des secrets en gestation depuis 40 ans. Une maison qui changerait tout ce qu'elle pensait comprendre d'elle-même et du genre de personne que le monde lui avait appris à craindre. Mais cette révélation viendrait plus tard. Ce soir, elle avait juste besoin de survivre. Nain apparut de nouveau alors que les heures passaient, remplissant le café sans qu'on le lui demande, nettoyant des tables qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées, se déplaçant dans le restaurant en cercle lent, qui se trouvait la ramener devant la cabine d'Evelyn toutes les 15 minutes. Elle gardait la veille. Evelyn comprit cela sans qu'on le lui dise. La serveuse avait reconnu quelque chose en elle. Pas seulement la solitude ou l'épuisement,
mais le désespoir particulier d'une femme qui n'avait nulle part où aller quand des portes se fermaient. À 11h30, un gérant émergea de l'arrière. Jeune homme en cravate bon marché, il regarda Evelyn avec l'expression de quelqu'un calculant si elle valait la peine d'être enlevée. Naën l'intercepta. Evelyn ne put entendre ce qui fut dit, mais le gérant la regarda une fois et puis se retira sans commentaire. À minuit, Shikhamin, l'enseigne fermée se retourna dans la fenêtre. Naën s'approcha avec une finale tasse de café. Elle glissa dans la cabine en face d'Evelyn et posa quelque chose sur la table. Un billet de 5$ plié. « Ticket de bus », dit-elle doucement. « Au cas où vous auriez besoin d'aller quelque part. » Evelyn regarda l'argent. Ses yeux brûlèrent. Elle n'avait pas encore pleuré, avait tout retenu à l'intérieur parce que craquer sur la table d'un restaurant d'étrangers semblait une reddition. Mais cette petite gentillesse, cette grâce inattendue d'une femme qui ne lui devait rien, fendit quelque chose de lâche dans sa poitrine. Pourquoi Evelyn réussit? Pourquoi m'aidez-vous? Les yeux fatigués de Naën s'adoucirent juste un instant. Parce que quelqu'un m'a aidé une fois quand je n'avais nulle part où aller et plus rien. Elle fit une pause. Le monde n'est pas toujours aussi laid qu'il le semble ce soir. Vous trouverez votre équilibre. Elle se leva et marcha vers la porte, s'arrêta la main sur la serrure. Il y a un refuge 3 pâtés de maisons à l'ouest. Ils prennent les femmes de votre âge. Pas de questions posées. Elle déverrouilla la porte et la tint ouverte. L'air de la nuit se précipita froid et indifférent. « Bonne chance demain, Madame Hartley. » Evelyn dit, et Evelyn Hartley. « Bonne chance demain, Evelyn. » La porte se referma derrière elle. Evelyn resta assise dans le restaurant vide pendant une autre heure avant qu'elle ne rassemble finalement son sac à main et ne sorte dans le froid. Elle n'alla pas au refuge, elle trouva une gare routière à la place. Les bancs étaient durs et les lumières fluorescentes ne s'éteignaient jamais. Mais il y avait d'autres personnes là, d'autres voyageurs attendant le matin, d'autres âmes suspendues entre où elles avaient été et où elles avaient besoin d'aller. Elle ne dormit pas, elle regarda l'horloge sur le mur égrener les heures et pensa à l'annonce dans son sac à main. Pensa à ce que 95$ pouvaient acheter et ce qu'ils ne pouvaient pas. Pensa à Harold et se demanda ce qu'il dirait s'il pouvait l'avoir maintenant. Il lui dirait de se battre. Harold croyait toujours au combat, même quand les chances étaient impossibles. Même quand tous les autres avaient abandonné, il croyait que la reddition était un choix, pas une circonstance, et que la seule chose se tenant entre une personne et son futur était la volonté de continuer à avancer. Evelyn décida de continuer à avancer. L'annexe du palais de justice sentait la poussière dans la bureaucratie, comme chaque décision importante prise dans des pièces qui n'avaient pas vu d'air frais depuis des décennies. La lumière du matin filtrait à travers de hautes fenêtres, rendant l'air doré et trompeur, faisant que la pièce semblait pouvoir offrir quelque chose de mieux que ce qu'elle contenait réellement. Evelyn arriva 30 minutes en avance. Elle s'assit au dernier rang de chaises pliantes avec son sac à main serré contre ses côtes. Les 95$ étaient à l'intérieur. Elle l'avait compté 4 fois de plus depuis qu'elle avait quitté la gare routière. Toujours 95. Toujours exactement assez pour l'enchère minimale sur une propriété que personne ne semblait vouloir. Des gens filtraient lentement. Des fermiers en bottes de travail, des hommes aux mains calleuses de décennies de travail, des espaces burinés par le soleil et le vent, et l'épuisement particulier d'essayer de gagner sa vie d'une terre qui ne coopérait pas toujours. Ils étudièrent la liste d'enchères avec une efficacité exercée, calculant quels articles valaient leur temps et quels étaient des pièges déguisés en opportunités. Un homme en costume coûteux apparut près de l'avant, investisseur immobilier à son allure. Le genre de personne qui achetait des propriétés en détresse et les transformait en profit sans jamais se soucier des vies qui y étaient attachées. Il tenait d'un portefeuille en cuir et parlait dans un téléphone portable avec l'arrogance décontractée de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Le commissaire-priseur était mince et gris. La voix usée par des années a annoncé la tragédie et le triomphe à des salles remplies d'étrangers.
Il mélangeait des papiers à son pupitre avec la précision mécanique de quelqu'un qui avait cessé de voir des individus il y a longtemps. Juste des transactions, juste des numéros, juste le cycle sans fin des choses changeant de main. L'enchère commença. L'équipement agricole passa en premier. Un tracteur déclencha une petite guerre d'enchères qui se termina à 1 200 $. Deux fermiers se retirèrent tôt. Le troisième semblait satisfait, mais pas heureux. Derrière lui, l'expression de sa femme suggérait que l'argent aurait pu être mieux dépensé ailleurs. Un terrain vague près de l'autoroute fit sortir l'investisseur immobilier. Il enchérissait avec des vagues confiances de sa main, ne regardant jamais le commissaire-priseur, ne reconnaissant jamais les autres enchérisseurs qui disparaissaient un par un. 3 000 $ pour un terrain qui deviendrait probablement un centre commercial ou une station-service, ou l'une de ces installations d'unités de stockage qui semblaient se multiplier comme des tumeurs le long de chaque autoroute en Amérique. Evelyn regarda et attendit. Son tour vint vers la fin. La voix du commissaire-priseur changea légèrement. Un soupçon de quelque chose qui aurait pu être de l'amusement ou aurait pu être un avertissement. Prochain article. 1247, Copper Ridge Road, ancien clubhouse privé, abandonné environ 15 ans. Des préoccupations structurelles sont notées dans l'annonce. Vendu tel quel, sans garantie, sans inspection. Il marqua une pause. La propriété porte une histoire et une réputation significative dans la communauté. Quelqu'un à l'arrière tout ça. Le commissaire-priseur continua. Cette propriété servit de quartier général d'un club de motards local de 1968 à 2010. Environ 200 membres passèrent durant cette période. L'investisseur immobilier leva les yeux de son téléphone. « Hells Angel ?» quelqu'un murmura. Pas assez discrètement. Le commissaire-priseur ne confirma ni ne nia. Il attendit simplement que les murmures se calment. L'enchère minimale est de 95 $. Quelqu'un intéressé à nous commencer. La pièce devint silencieuse. Evelyn regarda les visages autour d'elle. Les fermiers échangèrent des regards chargés de sens. Quelle que soit la réputation que cette propriété portait, ils la connaissaient assez bien pour garder leurs mains baissées. L'investisseur immobilier étudia son téléphone de nouveau, calculant quelque chose. Sa main tressaillit vers la levée. La voix d'Evelyn sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. 81 chaises. Le son coupa à travers le murmure comme quelque chose de coupant. Les têtes se tournèrent, les yeux la trouvèrent au dernier rang. La petite femme dans son cardigan usé, cheveux blancs tirés en arrière, main serrant un sac à main comme s'il contenait quelque chose de précieux. Ce qu'il faisait. Il contenait tout ce qu'elle avait laissé. Le commissaire-priseur la regarda. Vraiment la regarda. Son expression changea à travers plusieurs phases. Surprise, confusion, quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude. « Madame », sa voix portait soigneusement, « êtes-vous consciente de l'histoire de la propriété ?» Evelyn rencontra ses yeux sans cligner. 32 ans à affronter des adolescents hostiles lui avaient donné un talent particulier pour tenir bon quand les gens s'attendaient à ce qu'elle bronche. « Je suis 95 $. L'investisseur immobilier baissa sa main. Il se tourna pour la regarder avec l'expression de quelqu'un réévaluant une situation. Ses yeux passèrent de son visage à son cardigan, à ses chaussures raisonnables et au sac à main qu'elle tenait trop fort. « Pas la peine du tracas », dit à la personne en particulier. Il retourna à son téléphone autour de la pièce. D'autres arrivèrent à des conclusions similaires. Une vieille femme dans un clubhouse des Hells Angels. Un problème qu'il n'avait pas besoin d'hériter. Une responsabilité enveloppée dans de la brique et de mauvaises décisions. Le commissaire-priseur balaya la pièce une dernière fois. D'autres offres, silence. Une fois, 2 fois. Le marteau tomba, vendu à la femme du dernier rang. 85 $. Le son résonna dans la pièce comme une porte se fermant et s'ouvrant simultanément. Derrière elle, quelqu'un rit. Pas cruellement, juste avec l'incrédulité réservée aux gens qui marchent dans la circulation, s'attendant à ce que les voitures s'arrêtent. Evelyn ne les entendit pas. Elle était trop occupée à signer des papiers,
Trop occupé à regarder sa main écrire son nom sur un acte qui changerait tout, trop occupé à essayer de comprendre ce qu'elle venait de faire, et si elle était courageuse ou folle ou simplement à court d'options. Le transfert de propriété prit 1 heure. Formulaire en 3 exemplaires, signature attestée par des commis fatigués qui ne levèrent pas les yeux de leur travail. Une dernière poignée de main d'un fonctionnaire qui semblait soulagé d'avoir la propriété retirée des registres du comté. Puis elle se tenait dehors avec un acte dans son sac à main et aucun moyen d'arriver à la maison qu'elle venait d'acheter. Le taxi coûta 20 dollars, un cinquième de son argent restant parti avant même qu'elle ne voie la propriété. Le chauffeur était un homme plus âgé, silencieux, le genre qui avait appris que le silence valait plus que les bavardages. Il suivit ses indications sans commentaire, tournant sur des routes qui s'aggravaient progressivement alors que la ville s'éloignait derrière eux. L'asphalte devint gravier, le gravier devint terre. La terre devint des ornières qui faisaient rebondir et trembler le taxi comme s'il essayait de les jeter tous les deux par les fenêtres. Là, dit finalement le chauffeur, pointant devant. La maison s'éleva du paysage comme quelque chose que la terre avait essayé d'avaler et avait échoué. 2 étages de briques rouges délavées, fenêtres barricadées de contreplaqués patinés à la couleur de vieux os. Un garage massif attaché à un côté assez grand pour une douzaine de véhicules. Sa porte roulante portait une image peinte qui fit s'arrêter la respiration d'Evelyn. Un crâne portant un casque ailé, le logo tête de mort des Hells Angels, délavé par le soleil et la pluie, mais reconnaissable dans sa défiance, proclamant toujours la propriété à un monde qui avait essayé d'oublier que cet endroit existait. Le chauffeur s'arrêta à ce qui avait été autrefois un parking en gravier. Les mauvaises herbes en avaient conquis la majeure partie. Elles poussaient à travers les fissures dans ce sol et atteignaient la hauteur de la taille par endroits, créant une barrière entre la route et le bâtiment. Un mur vert séparant le passé de tout ce qui venait ensuite. « Vous êtes sûre de cela, madame? » Sa voix portait une réelle inquiétude. Pas le genre performatif que les gens offraient parce que c'était attendu. Le vrai genre qui venait de regarder une situation et de reconnaître le danger. Evelyn le paya, regarda son argent rétrécir à presque rien. « Je suis sûre, merci. » Elle sortit du taxi, la porte se referma derrière elle avec un son qui semblait final. Le chauffeur hésita, le moteur toujours en marche, les yeux sur elle à travers le rétroviseur, sont comme s'il s'attendait à ce qu'elle change d'avis, à courir après lui avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne le fit pas. Il s'éloigna lentement. Le son de son moteur s'estompa au loin, jusqu'à ce que seul le silence reste, silence et vent, et le vide particulier des lieux qui avaient été abandonnés par tous ceux qui leur avaient autrefois donné un sens. Evelyn se tenait sur le terrain envahi par la végétation et regarda ce que 95 sur lui avait acheté. La porte d'entrée était en métal, peinte en noir il y a des années. La rouille s'écaillait sous sa paume quand elle toucha la poignée. L'ensemble semblait pouvoir s'effondrer si elle poussait trop fort. Elle poussa quand même. La porte résista. Les charnières crièrent de décennies de négligence. Puis elle céda avec un gémissement qui résonna dans l'obscurité au-delà. L'odeur la frappa immédiatement. Huile moteur, épaisse et ancienne, imbibée dans le béton et le bois jusqu'à ce qu'elle soit devenue partie des os du bâtiment. Vieux cuir, le genre qui avait absorbé des décennies de sueur et de fumée, et la chimie particulière des corps humains pressés ensemble dans la célébration et le deuil et tout le reste. Et sous tout cela, la décomposition, douce et patiente, l'odeur du temps lui-même se décomposant dans des espaces abandonnés. Evelyn entra. La pièce principale s'étirait sur 40 pieds de large, peut-être plus. Sols en béton, fissurés, mais solides. Un bar dominait un mur. Bouteilles encore sur les étagères, la plupart vides, certaines cassées. Verre attrapant le peu de lumière qui filtrait à travers les fenêtres barricadées. Table boulonnée au sol portait des cicatrices de décennies. Initiales gravées profondément. Brûlures de cigarettes créant des constellations de dégâts.
Souvenir écrit dans la destruction. Une table de billard s'affaissait sous la poussière dans un coin. Une petite scène occupait un autre mur. Quelqu'un avait joué de la musique ici une fois, avait été debout sous des lumières qui ne fonctionnaient plus et s'était produit pour des foules qui n'existaient plus. Mais ce furent les murs qui lui coupèrent de souffle. Noms partout où elle regardait, gravés dans des boiseries, écrits au marqueur permanent, griffés dans des couches de peinture avec des couteaux, ou des clés ou n'importe quel objet pointu qui se trouvait à portée de main. Moteur 1975, Stitch repose en paix. Frère parti mais jamais oublié. Nous roulons pour toujours, frère, jusqu'à la fin. Des centaines de signatures, des dates couvrant 4 décennies. Chacun un fantôme de quelqu'un qui s'était tenu exactement là où elle se tenait maintenant. Quelqu'un qui avait revendiqué cet espace comme un lieu sacré. Photographie couvrait chaque pouce disponible d'espace mural. Collé avec des punaises devenues orange de rouille. Groupe d'hommes sur des motos, bras autour des épaules de l'autre, gilets en cuir décorés de patchs qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle pouvait sentir le poids. Cortège funéraire, lignes de motos s'étirant au loin, fête où tout le monde souriait comme s'il savait quelque chose que l'appareil photo ne pouvait pas capturer. Et dans presque chaque photographie, la même figure apparaissait. Un homme plus âgé, barbe grise, même alors, yeux gentils malgré les cicatrices visibles sur ses jointures. Quelqu'un avait écrit un nom sous une photo en écriture soignée. Stitch, gilets en cuir pendaient à des crochets près de la porte comme des fantômes attendant que des corps les remplissent. Bras pendant vide. Patch délavé mais proclamant toujours allégeance à quelque chose de plus grand que des vies individuelles. Evelyn tendit la main lentement, toucha un des gilets. Le cuir était froid et rigide avec l'âge, mais il gardait toujours la forme de quiconque l'avait porté en dernier. Se souvenant toujours que c'étaient des gens, pensa-t-elle, de vraies personnes qui riaient ici, et se battaient ici, et aimaient ici, qui trouvaient en quelque chose dans cet endroit que le reste du monde ne pouvait pas leur donner. Elle explora lentement, ses pas résonnèrent dans le vide. Derrière le bar, du verre brisé craqua sous les pieds. Une salle de bain avec un miroir fissuré. Un évier qui pourrait encore fonctionner si l'eau était connectée. À l'étage, des pièces plus petites, peut-être pour dormir, peut-être pour des conversations privées qui nécessitaient des murs entre elles et le reste du monde. Toutes vides, sauf pour des graffitis et des souvenirs. Puis elle trouva la porte du sous-sol, en chêne lourd, renforcée de bandes métalliques boulonnées sur sa face. Un cadenas la tenait fermée, de qualité industrielle, le genre utilisé pour protéger quelque chose de précieux ou de dangereux. Chaîne enroulée à travers la poignée, maillon épais devenu orange de rouille. Quelqu'un n'avait pas juste verrouillé cette porte. Il l'avait scellée, s'était assuré que l'ouvrir nécessiterait un réel effort, un réel engagement. Quoi que ce soit qui attendait en dessous, ils avaient voulu qu'il reste caché, ou ils avaient voulu s'assurer que seules les bonnes personnes pouvaient le trouver. Evelyn resta debout fixant la porte un long moment. Son corps endolori de façon qui rendait la comptabilité douloureuse. Hanches, bas du dos, épaules, genoux, chaque articulation annonçant son mécontentement d'être demandé à explorer un bâtiment qui aurait dû être démoli il y a des années. Demain, elle décida qu'elle s'occuperait des mystères de demain. Ce soir, elle avait juste besoin de survivre. Le soir tomba vite à cette période de l'année. L'obscurité de novembre tombant comme un rideau sans avertissement. Evelyn trouva le coin le plus propre qu'elle put, un endroit près du mur du fond, loin du verre brisé et du pire des débris. Elle n'avait rien sur quoi dormir. Pas de couverture, pas d'oreiller, juste le manteau sur son dos et le sol en béton froid et le son lointain du vent poussant à travers des espaces dans les fenêtres barricadées. Elle trouva des bougies derrière le bar laissées des pannes de courant ou peut-être gardées délibérément pour l'atmosphère. Elle ne pouvait pas dire laquelle. Elle en alluma une. La petite flamme repoussa l'obscurité juste assez pour la faire se sentir moins seule,
moins comme la seule chose vivante dans un mausolée. Son dîner était 6 crackers qu'elle avait achetés à une station-service avec ses derniers dollars. Elle les mangea lentement, un à la fois, mâchant minutieusement, essayant de convaincre son estomac que cela constituait un repas. Cela ne fonctionna pas, mais ce fut suffisant pour la garder en vie jusqu'au matin, suffisant pour la mener à tout ce qui venait ensuite. Les souvenirs vinrent sans être invités alors qu'elle était allongée sur le sol froid. Harold lui apprenant à réparer l'évier de la cuisine quand il ne pouvait pas se permettre un plombier. Ses mains guidant les siennes avec une patience qu'elle ne méritait pas. Sa voix calme même quand elle avait abîmé les filets d'un boulon. « Tu es plus dur que tu n'en as l'air, Evelyn. Les gens te sous-estiment. C'est leur erreur. » Elle se demanda s'il dirait cela maintenant. La voyant recroquevillée sur du béton dans un bâtiment qui sentait les erreurs vieilles de décennies. Seule et âgée et à court d'options. Elle pensa qu'il le pourrait. Harold croyait toujours en elle, même quand elle ne croyait pas en elle-même. La bougie brûla plus bas. La cire tirait à sa base. Les ombres dansèrent sur les murs couverts de noms d'hommes qu'elle n'avait jamais rencontrés. Evelyn ferma les yeux, ne dormant pas, juste les reposant, écoutant la maison s'installer autour d'elle comme les articulations d'un vieil homme craquant. Elle pensa à Lorraine, se demanda si sa fille se sentait coupable ce soir. Probablement pas. La culpabilité exigeait de se soucier et Lorraine avait cessé de se soucier il y a des mois, peut-être des années, peut-être n'avait jamais vraiment commencé. La pensée blessait moins qu'elle n'aurait dû. Peut-être que l'épuisement avait brûlé sa capacité à ressentir une nouvelle douleur. Peut-être qu'elle avait simplement manqué de place pour de nouvelles blessures. 2h du matin arriva sans annonce. Evelyn se réveilla en sursaut au son, distant d'abord, si faible qu'elle pensa l'avoir imaginé. Pensa que c'était parti d'un rêve déjà s'estompant de nouveau dans quelle que soit l'obscurité d'où venaient les rêves. Puis plus fort, construisant le grondement inimitable de moteurs de moto, multiples véhicules, le son grandissant comme le tonnerre roulant à travers des plaines vides, se rapprochant à chaque seconde. Son cœur frappa contre ses côtes. Elle s'assit trop vite, tête nageant, mains déjà tremblantes de quelque chose de plus que le froid. Le grondement devint un rugissement, puis des fers balayèrent les murs. Lumière blanche coupant à travers des espaces dans les fenêtres barricadées, illuminant des particules de poussière flottant dans l'air, créant des ombres mouvantes qui ressemblaient presque à des figures. Moteurs coupèrent un par un, chaque silence ajoutant du poids au moment. Puis des bottes sur le gravier, lourdes, déterminées, multiples ensembles se dirigeant vers le bâtiment. Voix suivirent, masculines, mots bas qu'elle ne pouvait distinguer, mais tons qu'elle comprit parfaitement. Ils ne demandaient pas la permission. Ils n'étaient pas incertains. Evelyn avait deux choix, se cacher dans l'ombre et espérer qu'ils ne la trouveraient pas. Prier que quel que soient ces hommes, ils prendraient ce qu'ils voulaient et partiraient sans fouiller chaque coin d'un bâtiment qu'ils connaissaient clairement mieux qu'elle. Ou les affronter. Se tenir dans l'embrasure d'une maison qu'elle possédait depuis moins de 12 heures et la revendiquer comme sienne. À 76 ans, se cacher ressemblait à une reddition. Elle avait assez cédé pour une vie. Evelyn se leva, ses genoux protestèrent avec des plaintes aiguës. Son dos ajouta ses propres objections, mais elle marcha vers la porte d'entrée quand même. Sa main trembla alors qu'elle tendait la main vers la poignée. Elle ne laissa pas cela l'arrêter. Elle tira la porte ouverte et sortit. L'air froid se précipita portant l'odeur du cuir et de l'échappement et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais pouvait sentir comme l'histoire. Comme des fantômes qui n'avaient pas réalisé qu'ils étaient censés rester morts. 5 motos étaient assises en demi-cercle sur le terrain de gravier. Chrome attrapant le clair de lune, moteur tic-tac alors qu'il refroidissait, 5 hommes se tenaient près d'eux. Gilets en cuir sur de lourdes vestes, patch qu'elle ne pouvait lire dans l'obscurité, mais pouvait sentir le poids de posture qui parlait de violence tenue en réserve prudente.
Hells Angels, pas l'idée d'eux, pas la réputation ou la légende. De vrais hommes, de vrais motards, debout au clair de lune, regardant la femme qui avait acheté leur sanctuaire. L'homme devant avait peut-être 63 ans, barbe grise tressée sur sa poitrine, visage buriné comme du vieux bois laissé trop longtemps aux éléments. Des cicatrices traçaient ses jointures, mais ses yeux n'étaient pas cruels. Ils étaient prudents, évaluant les yeux de quelqu'un qui avait appris à lire le danger avant qu'il n'arrive, qui avait survécu en restant vigilant quand les autres se détendaient. Ne savait pas que quelqu'un avait acheté l'endroit. Sa voix était rauque, gravier trempé dans le whisky, mais pas hostile. Surprise plus que tout, Evelyn redressa ses épaules, ignora le tremblement dans ses mains. À partir d'hier matin, je l'ai fait. L'homme l'étudia un long moment, absorbant son âge, son épuisement, l'absurdité d'une femme de 76 ans se tenant dans l'embrasure de leur ancien clubhouse à 2h du matin. Un des autres s'avança, plus jeune, muscles visibles sous sa veste, expression prise entre confusion et hostilité. Madame, sans manquer de respect, mais c'est un lieu sacré pour nous. Vous ne comprenez pas ce que vous avez acheté. Evelyn ne recula pas. Alors vous auriez dû l'acheter vous-même. Silence. La tension crépita dans l'air froid. La mâchoire du jeune homme se serra. Ses mains se contractèrent à ses côtés. Derrière lui, un autre motard avec des chaînes pendantes de sa ceinture s'approcha. Nous avons des choses à l'intérieur, des choses personnelles. Sa voix portait un tranchant qui n'avait rien à voir avec la politesse. Nous les prenons ce soir. Evelyn déplaça son poids, bloqua l'embrasure de la porte plus complètement, pas sans demander d'abord. Les mots sortirent stables, fermes, la voix qu'elle avait utilisée avec des étudiants qui pensaient pouvoir l'intimider. La voix qui disait qu'elle avait affronté pire qu'eux et survécu. Ceci est ma propriété maintenant. Vous voulez quelque chose de l'intérieur, vous avez demandé la permission. Vous ne demandez pas. Pendant un instant, personne ne bougea. Le jeune moteur semblait prêt à la dépasser pour décider qu'une vieille femme ne valait pas la peine d'être négociée. Puis le leader leva une main. Tout le monde se calma. Sa voix coupa à travers la tension comme une lame. L'autre s'arrêta, attendit. Il se tourna de nouveau vers Evelyn. Quelque chose changea dans son expression. Respect peut-être, ou du moins reconnaissance de quelqu'un qui ne serait pas facilement déplacé. Madame, nous ne sommes pas ici pour vous effrayer. Je peux voir que nous l'avons fait quand même. Je m'excuse pour cela. Il prit une respiration. Le genre qui venait d'avant des mots difficiles. Des frères sont morts dans ce clubhouse. De bons hommes. Nous revenons chaque année. Même nuit. Anniversaire de quelque chose d'important. Quelle nuit? Demanda Evelyn, sa voix plus douce maintenant. La mâchoire de l'homme se serra. 15 novembre, il y a 20 ans ce soir, nous avons perdu notre président. Le trouvâmes le matin juste à ce bar que vous avez probablement vu à l'intérieur. Crise cardiaque. Il avait été debout toute la nuit travaillant sur quelque chose. Nous n'avons jamais compris quoi. Il marqua une pause, l'émotion scintillant sur son visage buriné. Stitch. Son nom était Stitch. Ses souvenirs sont dans ses murs, dans chaque nom gravé là. C'est pourquoi nous revenons. La compréhension apparut. Evelyn regarda les 5 hommes debout devant elle. Les vit différemment maintenant. Pas des menaces, des endeuillés. Des hommes qui avaient perdu quelqu'un d'important, qui n'avaient nulle part ailleurs pour faire leur deuil, sauf cet endroit qui ne leur appartenait plus. Elle recula de l'embrasure de la porte. « Vous pouvez entrer. » Les motards échangèrent des regards. Surprise évidente. « Mais vous frappez d'abord la prochaine fois, et vous me dites ce que vous cherchez. Ceci est toujours ma maison. » Le leader l'étudia un autre long moment, puis il hocha la tête lentement. Marché conclu. Il tendit sa main. Nom et Colt. C'est Wrench, Preacher, Slider et Chains. Evelyn lui serra la main. Sa poignée était ferme mais prudente, conscient de son âge, de sa fragilité.
Evelyn Hartley. Colt lui tint la main un instant plus longtemps que nécessaire. Madame Hartley, vous avez du fer en vous. Stitch aurait aimé ça. Il relâcha sa poignée et passa devant elle dans le bâtiment. Les autres suivirent, se déplaçant à travers l'embrasure comme des hommes entrant dans une église. Révérend, prudente, Evelyn les regarda disparaître à l'intérieur. Elle ne le savait pas encore. Elle ne savait pas que cette nuit mènerait à des secrets enterrés depuis 40 ans, que ces hommes deviendraient la famille qu'elle n'attendait jamais, que quelqu'un de dangereux cherchait quelque chose de caché dans ses murs, quelque chose qui pourrait détruire des vies ou les sauver selon qui le trouverait en premier. Elle ne savait pas que la porte verrouillée du sous-sol détenait des réponses qui changeraient tout. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait ouvert la porte, et parfois c'était suffisant. Colt réapparut dans l'embrasure de la porte. Le soleil du matin était encore à des heures, mais quelque chose avait changé dans l'air. La tension s'était vidée. Ce qui restait ressemblait presque au début de la compréhension. Madame Hartley, sa voix portait un poids qu'elle n'avait pas entendu auparavant. Stitch nous a laissé quelque chose. Avant de mourir, il m'a dit que si jamais quelque chose lui arrivait, nous saurions où le trouver. Mais il est mort avant de pouvoir dire où ou quoi. Evelyn attendit. Nous cherchons depuis 20 ans. Jamais trouvé. L'expression de Colt s'assombrit. Mais il y a des hommes qui pensent que c'est de l'argent. Pensent que Stitch avait de l'argent caché ici de transactions commerciales il y a des années. Homme dangereux. Il marqua une pause. Et s'il découvre que quelqu'un a acheté cet endroit, s'il découvre que vous êtes ici seul, il ne termina pas la phrase. Il n'avait pas besoin d'eux. Evelyn comprit quand même. Elle avait acheté plus qu'une maison cassée. Elle s'était achetée au milieu de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Les moteurs revinrent cet après-midi-là. Pas seulement Colt cette fois, tous les 5, Wrench et Preacher et Slider et Chains. Ils entrèrent sur le terrain de gravier sur leur moto, mais ils apportèrent aussi un pick-up chargé de bois et d'outils et de fournitures. « Ne pouvons pas vous laisser vivre dans une décharge, dit Colt d'une voix rude. Ses yeux contredisaient son ton. Stitch nous entrait si nous laissions une dame dormir sur du béton. Evelyn les regarda travailler. Wrench démonta l'ancien radiateur d'appoint, remplaça des pièces qu'elle ne savait pas exister, le fit fonctionner avec un rugissement triomphant qui apporta une chaleur réelle dans le bâtiment pour la première fois en 15 ans. Preacher grimpa sur le toit. Il avait été charpentier dans une autre vie avant la guerre, avant la route, avant quelle que soit la série de choix qui l'avait mené ici. Ses mouvements étaient sûrs et exercés, remplaçant des planches pourries, bouchant des trous, rendant le bâtiment étanche contre l'hiver qui venait. Slider disparut pendant 1 heure, revint avec des sacs d'épicerie, les posa sur le bord sans commentaire. « Ne pouvons pas travailler à vide, marmonna-t-il. Puis il était parti de nouveau avant qu'elle ne puisse le remercier. Même Chains s'adoucit. Il était l'hostile de cette première nuit. Celui qui avait voulu la dépasser, prendre ce qu'il voulait, la laisser debout dans l'embrasure d'une maison qui ne signifiait rien pour lui. Mais maintenant, il l'aida à accrocher des rideaux qu'elle avait trouvés dans un placard, imprimés floral délavé, probablement vieux de décennies. Il travailla en silence, ne rencontra pas ses yeux, mais quand ils eurent fini, il recula et hocha la tête une fois. Ça a l'air bien, éloge élevé d'un homme de peu de mots. Evelyn se retrouva souriante. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir, elle se sentit utile. Pas tolérée, pas endurée. Utile. Ce soir-là, elle cuisina. Vraie cuisine, pas juste réchauffer des choses. Chili fait de zéro utilisant les fournitures que Slider avait apportées, pain de maïs dans une poêle en fonte qu'elle découvrit dans un placard. La recette était celle de la mère d'Harold. Evelyn ne l'avait pas faite depuis des années. Les hommes mangèrent comme s'ils avaient été affamés. Ils s'assirent autour des tables boulonnées dans la pièce principale, bol équilibré sur le bois cicatrisé, cuillère et raclant contre la céramique.
Deuxième portion demandée et donnée sans cérémonie, Madame Hartley Wrench dit entre des bouchées. Ses mains étaient encore tachées de graisse de la réparation du chauffage. C'est le meilleur poutine de chili que j'ai eu en 20 ans. Langage prédicateur M1 marmonna automatiquement. Wrench l'ignora et retourna pour des troisièmes. Velin les regarda manger, ces hommes rudes dans leurs gilets en cuir, leurs jointures cicatrisées et visages burinés, leur réputation qui faisait traverser la rue aux gens honnêtes. Ils ressemblaient à de la famille. Pas la famille dans laquelle elle était née. Pas la famille qui l'avait enfermée dehors et s'était enfuie avec tout ce qu'elle possédait. Quelque chose d'autre. Quelque chose de choisi. Ce soir-là, après le départ des motards, Evelyn marcha à travers la maison. Sa maison. La pensée semblait encore étrange. 95 $ dans une enchère désespérée à une enchère du comté. C'est tout ce qu'il avait fallu pour devenir propriétaire. Avoir des murs autour d'elle qui n'appartenaient à personne d'autre. Elle s'arrêta à la porte du sous-sol. Les chaînes n'avaient pas bougé. Le cadenas tenait toujours fermement. Quels que soient les secrets qui attendaient en dessous étaient restés cachés pendant 2 décennies d'abandon, mais pas pour beaucoup plus longtemps. Evelyn prit sa décision seule. Elle n'attendit pas la permission de Colt. Ne demanda pas aux autres des conseils. C'était sa maison, son sous-sol, son droit de savoir ce qui attendait dans l'obscurité en dessous. Elle trouva des coupes-boulons dans les fournitures que les motards avaient apportées. Poignées en acier lourd, mâchoire assez forte pour mordre à travers la chaîne. Le cadenas résista d'abord. Evelyn ajusta sa prise et mit son poids. Le métal cria en protestation. Puis le cadenas céda avec un craquement qui résonna à travers le bâtiment vide. Elle déroula les chaînes, les laissa tomber sur le sol en un lourd tas. La porte s'ouvrit vers l'intérieur sur des charnières qui grinçaient de décennies de désuétude. L'obscurité attendait en bas, complète, impatiente. Evelyn trouva une lampe de poche, l'alluma. Le faisceau coupa à travers la pénombre comme une lame. Des escaliers en bois descendaient dans les ombres. Chaque marche grinça sous son poids. Des décennies de silence brisées par ses pas. Le sous-sol était plus grand que ce qu'elle attendait. Du béton brut, des poutres de soutien soutenant l'étage au-dessus. Des ombres se rassemblant dans des coins que sa lampe de poche ne pouvait pas tout à fait atteindre. De vieux meubles étaient recouverts de poussière. Des boîtes tapissaient un mur. Elle se dirigea vers elle, ouvrit la première. Des registres du club, des luttes de réunion, des grandes livres financières de décennies d'opérations. Rien de remarquable. Elle ouvrit une autre boîte, plus du même. Des débris administratifs, la trace écrite d'une organisation qui avait existé pendant 40 ans. Puis elle vit le mur, pas le mur près duquel elle se tenait, le mur du fond, à peine visible dans le faisceau de la lampe de poche. Elle marcha lentement vers lui, le souffle coupé. Des photographies, mais pas comme celles de l'étage. Pas des motards et des motos et des fêtes et des funérailles. C'étaient des enfants, des adolescents, de jeunes visages marqués par une vie difficile, par les ruses et la drogue, et des circonstances qui les avaient vieillis au-delà de leurs années. Des yeux qui contenaient des choses qu'aucun enfant ne devrait savoir. Chaque photo était datée, étiquetée d'une écriture soignée. Jem est rentré sain et sauf, 1982. Crystal, 6 mois sans drogue, 1990. Marcus, réuni avec sa grand-mère, 1985. Danny, nouveau départ en Ohio, 1997. Sarah a trouvé sa famille, 1969. Des douzaines de photographies, peut-être des centaines, couvrant des décennies. La main d'Evelyn trembla alors qu'elle déplaçait la lampe de poche sur le mur. « Qu'est-ce que c'est ?» souffla-t-elle. Elle trouva le journal dans une caisse en bois sous les photographies. Relié en cuir, usé par des années de manipulation, page jaunie par l'âge. Elle l'ouvrit avec précaution. L'écriture de Stitch remplissait les pages, serrée mais lisible. L'écriture d'un homme qui avait des choses à dire et pas assez de temps pour les dire.
Chaque enfant que nous sauvons est une autre chance que le monde a abandonnée. Chaque vie que nous changeons prouve que personne n'est au-delà de la rédemption. La société appelle ses enfants des rebuts. Nous les appelons famille. Evelyn tourna la page. Plus d'entrées. Des dates remontant à 1972. Des noms et des circonstances. Des adresses et des résultats. Trouver Richie dormant sous le passage supérieur de l'autoroute. 15 ans. Parents l'ont viré pour être différent. Lui a donné à manger, lui a donné chaud, a appelé sa tante au Michigan. Elle vient le chercher demain. Une autre page. Maria est arrivée à la porte hier soir, elle au beurre noir, poignet caissé, et dit que son beau-père la tuerait si elle rentrait. Nous le croyons. Preacher connaît un refuge dans le comté voisin. Endroit sûr. De bonnes personnes l'y emmènent le matin. Page après page, année après année. Une histoire secrète de miséricorde écrite dans les marges de l'existence d'un club de motards. Evelyn s'assit sur une caisse poussiéreuse, le journal lourd dans ses mains, des larmes coulant sur son visage avant qu'elle ne réalise qu'elle pleurait. Stitch n'avait pas géré une entreprise criminelle. Il avait géré un chemin de fer clandestin pour enfants perdus pendant 40 ans, en silence, sans reconnaissance ni récompense. Elle lut jusqu'à ce que sa lampe de poche commence à faiblir. L'ampleur de ce que Stitch avait construit était stupéfiante. Des centaines d'enfants sauvés, des centaines de vies réorientées loin de la destruction et vers quelque chose de meilleur. Le clubhouse avait été un point de passage, un endroit où les adolescents effrayés pouvaient se reposer et manger et reprendre leurs repères avant d'être connectés avec des membres de leur famille ou des refuges ou toutes les ressources dont ils avaient besoin pour survivre. 200 motards étaient passés par ces murs, et apparemment ils avaient tous gardé le secret. Au fond de la caisse sous un journal, Evelyn trouva des lettres, des douzaines, écrites par des adultes remerciant Stitch de les avoir sauvés quand ils étaient enfants. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, disait une lettre, mais en 1983, j'étais un gamin de 15 ans nommé Danny. Mon père m'a battu jusqu'à l'inconscience pour avoir eu un C sur mon bulletin. J'ai fui, me suis retrouvé à votre porte d'une manière ou d'une autre. Vous m'avez nourri, m'avez laissé dormir en sécurité, m'avez aidé à contacter ma grand-mère en Pennsylvanie. Elle m'a recueilli, m'a élevé, n'est-ce pas? J'ai 47 ans maintenant. J'ai une famille, une carrière, une vie que je n'aurais jamais cru avoir. Je vous dois tout. Merci ne semble pas suffire, mais c'est tout ce que j'ai. Danny W. Evelyn lut lettre après lettre, des histoires similaires, une gratitude similaire, des vies qui se dirigeaient vers la tragédie, mais ont été déviées au dernier moment par un groupe d'hommes que le monde avait rejetés comme des criminels. Puis elle trouva l'argent enveloppé dans du plastique, niché dans un compartiment caché derrière une brique lâche. 40 000 $ et une note de l'écriture de Stitch. Colt, si tu lis ceci, je suis parti. Utilise ceci pour continuer à aider. Il y a toujours plus de perdus qui ont besoin d'être trouvés. N'arrête jamais. Sous l'argent, elle trouva une chose de plus, une liste. Des noms d'enfants que Stitch avait aidés qui étaient devenus notables. Réussis, important. La plupart des noms ne signifiaient rien pour elle, mais un se distinguait. Clayton M., ça c'est en 1783, Pennsylvanie, la même année que la lettre de Danny W. Le même état. L'esprit d'Evelyn fonctionna automatiquement. Les instincts d'enseignante jamais tout à fait brisés. Clayton M., elle connaissait ce nom. L'avait vu quelque part récemment aux informations, peut-être à la télévision. Puis elle comprit. Le député Clayton Mercer, républicain de Pennsylvanie, 3 mandats à la Chambre, connu pour sa position ferme contre la criminalité, ses campagnes contre la violence des gangs, sa rhétorique sur la responsabilité individuelle et les réussites par l'effort personnel. Son histoire d'origine était célèbre. Parti de rien. Homme autodidacte, n'a jamais accepté d'aide, a tout construit lui-même par un travail acharné et de la détermination. Mais, selon les registres de Stitch, Clayton M. avait été un fugueur en 1983,
un adolescent effrayé de 15 ans qui avait trouvé refuge chez les Hells Angels avant d'être envoyé chez sa grand-mère en Pennsylvanie. La même grand-mère qui, selon la biographie officielle de Mercer, l'avait élevé après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Pas après qu'il l'ait battu, après qu'il soit mort, Evelyn fixa la liste dans ses mains. Le député Clayton Mercer avait bâti toute sa carrière politique sur le fait d'être une histoire de réussite autodidacte en s'opposant exactement au genre de personne qui lui avait sauvé la vie si cette information devenait publique. Elle comprit maintenant. Elle comprit pourquoi quelqu'un pourrait vouloir que ses registres soient détruits. Pourquoi quelqu'un pourrait payer beaucoup d'argent pour s'assurer que l'histoire secrète de Stitch ne verrait jamais le jour. Il ne s'agissait pas d'argent caché. Il s'agissait de vérité cachée. Et quelqu'un de puissant voulait l'enterrer. Le coup à la porte vint 3 jours plus tard. Evelyn avait passé ses jours à organiser, à lire, à comprendre l'ampleur de ce que Stitch avait construit. Elle n'avait pas encore dit au moteur, voulait d'abord le traiter elle-même, voulait être sûre de comprendre ce qu'elle tenait avant de le partager. Le coup n'était pas, comme celui de Colt, pas les 3 coups respectueux de quelqu'un demandant permission. C'était un seul coup dur, exigeant, autoritaire. Evelyn ouvrit la porte. 3 hommes se tenaient sur le terrain de gravier. Celui de devant portait un costume qui coûtait plus cher que la voiture d'Evelyn. Tissu sombre, coupe parfaite, le genre de vêtements qui annonçait l'argent et le pouvoir avant qu'un mot ne soit prononcé. Son visage correspondait au costume, des yeux froids qui évaluaient Evelyn comme on évalue un obstacle. Quelque chose à déplacer ou à enlever, pas à négocier. Madame Hartley. Sa voix était douce, exercée, la voix de quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à paraître raisonnable en disant des choses déraisonnables. Mon nom est Preston G. Je suis un avocat représentant des parties intéressées. Il sourit. L'expression n'atteignit pas ses yeux. Je suis prête à vous offrir 50 000 $ pour cette propriété en espèces aujourd'hui. Vous signez l'acte, vous partez. Tout le monde est content. Evelyn ne recula pas, ne le laissa pas voir la peur qui avait commencé à s'enrouler dans son estomac. Ma maison n'est pas à vendre. Le sourire de G vacilla. Vous avez payé 95 $. C'est généreux. Plus que généreux. J'ai dit non. Son expression se durcit. Toute prétention de civilité s'évaporant comme la gelée du matin. Il y a des objets dans cette maison qui ne vous appartiennent pas. Des documents, des registres, des choses qui devraient rester privées. Evelyn pensa au sous-sol, aux photographies, aux lettres, à la liste avec Clayton M, écrit de la main soignée de Stitch. Tout dans cette maison est venu avec l'acte. Tout est à moi légalement. J s'approcha. Il était plus grand qu'elle, plus jeune, plus fort. Il utilisa sa taille délibérément, envahit son espace, la fit se sentir petite et vieille et vulnérable. Légal et sage sont des choses différentes, Madame Hartley. Sa voix baissa. Vous êtes seule ici âgée. Cette propriété est isolée, à des kilomètres du voisin le plus proche. Des accidents arrivent aux personnes vulnérables dans des endroits isolés. Le cœur d'Evelyn martela contre ses côtes. Mais elle ne recula pas. 32 ans à affronter des adolescents hostiles. 32 ans à tenir bon quand tout le monde s'attendait à ce qu'elle bronche. Sortez de ma propriété. G l'étudia un long moment. Puis il sourit de nouveau, froid et prédateur. Nous reviendrons et la prochaine fois, nous ne demanderons pas gentiment. Il se tourna. Ses hommes suivirent. Ils montèrent dans une berline noire qui coûtait probablement plus cher que la maison où elle se tenait. La voiture disparut sur le chemin de gravier. Les mains d'Evelyn ne se mirent à trembler que lorsque le son du moteur s'éteignit complètement. Elle appela Colt. Ses doigts tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine composer. Le téléphone prépayé bon marché qu'il avait insisté pour qu'elle prenne. Pour les urgences, il avait dit, parce que personne ne devrait être injoignable. Il répondit à la 2e sonnerie. Madame Hartley, elle lui raconta tout. Le sous-sol, les photographies, le journal, l'argent, la liste.
et Preston G. Colt arriva 15 minutes plus tard, Wrench et Preacher et Slider et Chain derrière lui. 5 motos rugissant sur le terrain de gravier comme une cavalerie répondant à un signal de détresse. Ils écoutèrent dans la pièce principale. Evelyn leur montra ce qu'elle avait trouvé, les mena au sous-sol. Regarda leur visage alors qu'ils voyaient le mur de photographie, les lettres, la preuve de ce que Stitch avait vraiment fait pendant 40 ans. Colt resta devant les photographies pendant longtemps, la mâchoire serrée, les yeux humides. « Je ne savais pas, » dit-il finalement, sa voix rauque d'émotion. « Il ne nous a jamais dit. Toutes ces années, toutes ces virées, il n'a jamais dit un mot. » Wrench ramassa une des lettres, la lut silencieusement, la reposa comme si elle pouvait se briser. « 200 frères, » dit Preacher doucement, et aucun de nous ne savait. « Il nous a fait confiance pour tout le reste, » ajouta Slider. « Pourquoi pas ça? » Colt se tourna pour regarder le journal, la liste, les noms que Stitch avait enregistrés avec une attention si soignée. Parce que c'était différent. Il s'agissait de protéger les enfants, même de nous, même de frères qui auraient pu parler sans le vouloir, qui auraient pu laisser échapper quelque chose qui aurait pu amener les mauvaises personnes ici. Il ramassa la liste. Clayton M., lut-il, c'est le député Mercer, le type qui est toujours à la télé à parler de comment les gangs de motards détruisent l'Amérique, comment nous sommes des criminels qui corrompent les enfants. Son expression s'assombrit. Stitch lui a sauvé la vie, et il a bâti une carrière en faisant semblant que nous n'existons pas. Evelyn pensa à G, à ses menaces, à ses yeux froids. « C'est lui qui a envoyé l'avocat, » dit-elle. « Ça doit être ça. Il ne veut pas que quiconque sache la vérité sur ses origines. » « Ce qui signifie qu'il fera tout ce qu'il faut pour enterrer cela, » dit Colt. « Tout ce qu'il faut pour s'assurer que personne ne découvre que les Hells Angels ont sauvé le grand Clayton Mercer autodidacte. » Il regarda Evelyn. « Vous devriez partir. Aller quelque part en sécurité. Nous pouvons gérer ça. » Evelyn secoua la tête. « Non. » Le mot sortit plus fort qu'elle ne l'avait voulu. « J'ai déjà été expulsé d'une maison. Quelqu'un a décidé pour moi que je ne valais pas la peine, que je devrais disparaître et leur rendre la vie plus facile. » Elle se tint plus droite. « Je ne le ferai pas de nouveau. Ceci est ma maison, mon foyer. Ces registres sont ma responsabilité maintenant. Je ne fuis pas. » Colt l'étudia un long moment. Puis il hocha la tête. « Stitch vous aurait aimé. » Les motards mirent en place une veille tournante. Colt expliqua la logistique avec une précision militaire. 3 quarts, 2 hommes en service à tout moment. Les yeux sur la route, les oreilles sur la radio. Personne n'approche de la maison sans être vu. « Pas de violence, » assura-t-il à Evelyn quand elle protesta. « Présence. Nous ne cherchons pas la bagarre. Nous nous assurons qu'ils y réfléchissent à 2 fois avant d'en commencer une. » Les jours suivants passèrent dans une attente intense. Evelyn organisa les matériaux du sous-sol, photographia tout, fit des copies des documents les plus importants. Si quelque chose arrivait aux originaux, la vérité survivrait. Les motards maintinrent leur veille. G revint, impressionné. Cette fois, il n'amena qu'un homme. La berline s'arrêta sur le terrain de gravier en fin d'après-midi, la lumière dorée attrapant le chrome et le faisant briller comme quelque chose de sacré. Colt apparut de nulle part, se tint entre la voiture et la maison, les bras croisés. G sortit de la berline. Son sourire était plus fin aujourd'hui, plus tendu. « Madame Hartley, » appela-t-il par-dessus Colt, « je suis prêt à augmenter mon offre. 75 000 $ en espèces. » « Elle n'est pas intéressée, » dit Colt. G l'ignora, garda ses yeux sur Evelyn, qui était apparue dans l'embrasure de la porte. « Réfléchissez bien. Vous êtes une femme intelligente. Vous comprenez comment le monde fonctionne. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Certaines batailles ne peuvent pas être gagnées. » Evelyn avança, s'arrêta à côté de Colt. « Qui vous a envoyé? » G's sourire vacilla.
Je représente des clients qui valorisent leur vie privée. Qui vous a envoyé? Répéta Evelyn. Est-ce Clayton Mercer? Lui qui veut que ses registres soient détruits? Quelque chose changea dans les yeux de G. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il le savait. Elle pouvait le voir. J'ai trouvé la liste, dit Evelyn. J'ai trouvé les lettres. Je sais que Stitch a sauvé des enfants pendant 40 ans. Je sais que certains de ces enfants ont grandi pour devenir des personnes importantes. Des gens qui pourraient ne pas vouloir que le monde sache qu'ils étaient autrefois des fugueurs qui avaient besoin de l'aide des Hells Angels. Le masque de G glissa. Vous faites une dangereuse erreur. Est-ce que je le fais? Evelyn s'approcha. Ou est-ce quelqu'un d'autre qui fait l'erreur? Quelqu'un qui pense pouvoir menacer une vieille femme pour qu'elle abandonne des preuves qui prouvent qu'il est un menteur et un hypocrite. L'expression de G devint froide. Dernier avertissement, Madame Hartley. Mes clients ne sont pas des gens patients. Ils ont des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Ils peuvent vous rendre la vie très difficile. Il jeta un coup d'œil à Colt. Toutes vos vies. Puis il se retourna et retourna à la berline. Le moteur démarra. La voiture recula sur le chemin de gravier et disparut. Le silence s'étira sur le terrain. Il reviendra, dit Colt. Je sais. Avec plus que des avocats la prochaine fois. Evelyn regarda la maison derrière elle, la brique délavée, les fenêtres barricadées, le crâne peint sur la porte du garage. Alors nous ferions mieux d'être prêts. 2 jours plus tard, l'électricité fut coupée. Un inspecteur du comté arriva le lendemain matin. Inquiet de l'intégrité structurelle, questions sur les permis, suggestions que la propriété pourrait devoir être condamnée. Evelyn géra cela comme elle avait géré les parents qui essayaient de la tyranniser lors des réunions scolaires, poliment, fermement, avec des documents qui prouvaient qu'elle avait tout à fait le droit d'être là. L'inspecteur partit sans prendre de mesures. Mais le message était clair. G appliquait une pression, utilisant des connexions, essayant de lui rendre la vie impossible sans la confronter directement. Evelyn documenta tout, chaque visite, chaque menace, chaque coïncidence suspecte. Elle bâtissait un dossier. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais les enseignants étaient doués pour garder des registres. Les motards continuèrent leur veille et Evelyn continua son travail au sous-sol. Elle lut chaque lettre, mémorisa chaque nom, comprit toute l'ampleur de ce que Stitch avait construit et ce que quelqu'un était prêt à détruire pour le garder caché. Une lettre en particulier lui resta en tête. La lettre de Danny W., l'adolescent de 15 ans qui avait été battu jusqu'à l'inconscience pour une mauvaise note, qui avait fui et trouvé refuge chez les Angels, qui avait été envoyé chez sa grand-mère en Pennsylvanie, la lettre qui correspondait à Clayton M. sur la liste de Stitch. La même personne, des noms différents, un enfant effrayé qui était devenu un homme puissant, un homme qui avait passé sa carrière à attaquer les gens qui lui avaient sauvé la vie. La 7e nuit, Evelyn était seule. Colt avait insisté pour que le programme de veille continue, mais elle les avait convaincus de faire une pause. Juste une nuit, ils étaient épuisés. Elle pouvait le voir sur leur visage, la tension de dormir par quartz, de rester alerte pour une menace qui pourrait ne jamais arriver. Une nuit, avait-elle dit, « Je vais bien, les serrures sont solides, j'ai un téléphone, j'appellerai si quelque chose arrive. » Colt avait résisté, mais avait finalement accepté. Juste cette nuit, nous serons de retour à l'aube. Evelyn verrouilla les portes, vérifia les fenêtres, se prépara à dîner, essaya de prétendre que c'était normal, essaya de prétendre qu'elle n'était pas terrifiée. À 23h30, elle entendit les moteurs, pas des motos cette fois, des voitures, plusieurs véhicules arrivant vite. Le cœur d'Evelyn se serra. Elle regarda par la fenêtre, des phares approchant, 3 ensemble, peut-être 4. Ses mains tremblèrent alors qu'elle cherchait le téléphone. Elle composa le numéro de Colt. Il sonna 1 fois, 2 fois. Il répondit à la 3e sonnerie. « Madame Hartley, dit-elle, ils sont là. Plusieurs voitures,
Je ne sais pas combien de personnes. Nous arrivons. N'ouvrez pas la porte. Ne les laissez pas vous voir. Mais ils étaient à 15 minutes, peut-être 20, trop loin. Evelyn regarda les voitures s'arrêter sur le terrain de gravier. Les portes s'ouvrirent. Des hommes sortirent. 8 d'entre eux, peut-être plus, se déplaçant avec l'efficacité coordonnée de personnes qui avaient déjà fait cela. Preston G. sortit du véhicule de tête. Son sourire était visible même dans l'obscurité. Le sourire d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. « Madame Hartley, appela-t-il, dernière chance. Ouvrez la porte. Donnez-nous ce pourquoi nous sommes venus. » Et cela se termine paisiblement. Le téléphone d'Evelyn vibra. Un SMS de Colt. 12 minutes. Tenez bon. Elle regarda les hommes entourant sa maison. Le but froid dans leurs mouvements. La certitude qu'une vieille femme seule n'était pas du tout un obstacle. 12 minutes. Cela aurait aussi bien pu être 12 heures. Puis elle l'entendit, lointain d'abord, mais grandissant le tonnerre inimitable des moteurs de moto. Se rapprochant. Jay l'entendit aussi. Sa tête se tourna. Son expression vacilla. Le premier phare apparut sur la route. Puis un autre, puis plus. Pas seulement 5 cette fois, 12 motos rugirent sur le terrain de gravier, formèrent une ligne entre les hommes de Jay et la maison, les moteurs grondant comme un avertissement. Colt descendit le premier, son expression était taillée dans la pierre. « Vous êtes en infériorité numérique, G. » « Et vous êtes surclassé, » répondit G, mais sa voix portait moins de certitude maintenant. « J'ai la loi de mon côté. J'ai des relations. Qu'avez-vous? » Colt sourit. Ce n'était pas une expression amicale. « Nous avons quelque chose de mieux. Nous avons la vérité. Et nous avons une femme qui refuse de vous laisser l'enterrer. » Evelyn ouvrit la porte. Elle sortit dans l'air froid de la nuit, passa devant la ligne de moteur, s'arrêta dans l'espace entre les deux groupes. « Qui vous a envoyé? » demanda-t-elle de nouveau. G ne dit rien. Est-ce Clayton Mercer, le député qui a bâti sa carrière en attaquant des gens comme ces hommes? Le même député qui était autrefois un adolescent effrayé de 15 ans nommé Danny, qui a fui des parents abusifs et a trouvé refuge ici. Le silence de G était une réponse suffisante. Evelyn tendit la main dans sa poche, en sortit un papier plié. « J'ai trouvé la liste, dit-elle. J'ai trouvé les lettres. J'ai trouvé le journal qui documente 40 ans de Stitch sauvant des enfants que le monde a jetés, y compris l'enfant qui a grandi pour devenir Clayton Mercer. » Elle leva le papier et j'ai fait des copies, beaucoup de copies dans beaucoup d'endroits. S'il m'arrive quelque chose, à cette maison, à ces hommes, cette information devient publique. Chaque journal, chaque station d'information, chaque site web qui pourrait être intéressé par l'histoire d'un député qui doit sa vie aux Hells Angels et les a remboursés en essayant de les détruire. Le visage de G devint pâle. « Vous bluffez. Essayez-moi. » L'impasse s'étira. Les secondes semblaient des heures. Puis des phares apparurent de nouveau sur la route, différents cette fois. Des flashs rouges et bleus. Des voitures de police, 2 d'entre elles entrant dans le terrain bondé. G se retourna. La confusion et la fureur se battaient sur son visage. Une femme sortit du côté passager de la voiture de tête. Evelyn la reconnut immédiatement. Nan, la serveuse du restaurant. « Je pensais que vous auriez besoin de témoins, » appela-t-elle à travers le terrain. « J'ai gardé un œil sur les choses depuis cette première nuit. J'ai pensé que ce soir était la nuit pour appeler des renforts. » Le shérif sortit du côté conducteur, homme large avec des cheveux gris aux tempes. L'autorité lasse de quelqu'un qui avait trop souvent mis fin à des confrontations. « Tout le monde se calme, dit-il. Personne ne bouge tant que je ne comprends pas ce qui se passe ici. » J essaya de se ressaisir. « Shérif, c'est une simple dispute de propriété. Mes clients ont un intérêt légitime à... » « Arrêtez, » l'interrompit le shérif. « J'ai entendu assez de plaintes sur l'intérêt de votre client cette semaine pour tapisser mon bureau. Harcèlement, intimidation,
Activité suspecte autour de cette propriété. Il regarda Evelyn. « Vous voulez porter plainte, madame? » Evelyn regarda Jay, les hommes qui étaient venus la menacer, les motards qui étaient venus la protéger. Naën qui avait veillé sur elle depuis cette première nuit désespérée. « Pas ce soir, dit-elle, mais je veux que cela soit documenté. Chaque visage, chaque plaque d'immatriculation, chaque menace qui a été faite. » Le shérif hocha la tête, heureux d'obliger. Les hommes de Jay se retirèrent vers leur véhicule, un par un, sous l'œil vigilant du shérif. Jay lui-même s'attarda. « Ce n'est pas fini, dit-il doucement. » Seule Evelyn pouvait l'entendre. Elle rencontra ses yeux s'ensiller. « Non, ce n'est pas fini, mais ça va se terminer différemment de ce que vous attendiez. Parce que je ne suis pas la femme que vous pensiez que j'étais. Et ces hommes ne sont pas les monstres que vous avez essayé de les faire. » La mâchoire de Jay se serra. Puis il se tourna et marcha vers sa voiture. La berline disparut sur le chemin de gravier et Evelyn se tint dans la nuit froide de novembre, entourée de motards et de policiers et d'une gentille serveuse qui s'était souvenue de ce que cela signifiait d'aider quelqu'un quand il n'avait rien. La vérité attendait toujours au sous-sol et demain, elle déciderait quoi en faire. Le shérif resta jusqu'à l'aube. Son nom était Roy Bennington. 30 ans à porter l'insigne dans un comté qui avait connu des jours meilleurs. Il s'assit à une des tables boulonnées dans la pièce principale pendant qu'Evelyn faisait du café sur la cuisinière réparée. Les motards s'étaient dispersés à leur poste de veille. Seul Colt restait à l'intérieur, appuyé contre le bord, les bras croisés. « Madame, dit le shérif lentement, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Evelyn posa une tasse devant lui. Attendu. Preston G. représente des gens avec de très longs bras, le genre de personnes qui peuvent faire apparaître des problèmes de nulle part. Inspection de bâtiments, vérification fiscale, violation de zonage. Il marqua une pause. Je peux documenter ce soir, je peux déposer des rapports, mais je ne peux pas vous protéger de tout ce qu'il pourrait vous lancer. Je comprends, vraiment. Bennington l'étudia avec des yeux fatigués. Parce que ce que j'ai vu ce soir n'était pas une dispute de propriété. C'était de l'intimidation. Organisée, professionnelle, le genre qui finit généralement mal pour la personne intimidée. Evelyn s'assit en face de lui. « Shérif, puis-je vous montrer quelque chose? » Elle le mena au sous-sol, lui montra le mur de photographie, le journal, les lettres, la liste de noms qui incluait un député en fonction. Bennington lut en silence, son expression changeant par phase. Surprise, compréhension, quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Quand il eut fini, il reposa le journal avec précaution. Cela change les choses. Comment? Parce qu'il ne s'agit plus seulement de vous. Il désigna le mur de photographie. C'est une preuve, un registre historique, la preuve que quelque chose de remarquable s'est passé dans ce bâtiment pendant 40 ans. Il rencontra ses yeux et la preuve que quelqu'un de puissant a une très bonne raison de vouloir le détruire. Que dois-je faire? Bennington resta silencieux un long moment. Vous vous assurez que cela ne peut pas être détruit. Vous faites des copies. Vous les mettez en lieu sûr, plusieurs lieux, et ensuite vous décidez si vous voulez le rendre public ou le garder privé. Et si je le rends public, alors la carrière politique de Clayton Mercer est terminée. Et la carrière juridique de Preston G. peu après, il marqua une pause. Mais vous deviendrez également une cible d'une manière que vous ne pouvez pas prédire. Les gens puissants ne se retirent pas tranquillement. Ils se battent. Ils trouvent des moyens de discréditer les personnes qui les menacent. Evelyn pensa à sa fille, à la porte verrouillée, au camion de déménagement disparaissant au coin. Elle avait déjà tout perdu une fois. Que restait-il à menacer? J'y penserai, dit-elle. Bennington hocha la tête. C'est tout ce que je peux demander. Il partit au lever du soleil, sa carte pressée dans la main d'Evelyn, avec des instructions d'appeler si autre chose se produisait, quoi que ce soit. Les motards se rassemblèrent dans la pièce principale après son départ. 12 d'entre eux maintenant. La nouvelle s'était répandue dans le réseau pendant la nuit. Des frères qui avaient roulé avec Stitch il y a des décennies,
Des hommes qui avaient entendu ce qui se passait et étaient venus sans qu'on leur demande. 200 membres étaient emballés par ce clubhouse en 40 ans. Apparemment, la famille n'oubliait pas. Colt se tenait à la tête du groupe. Son expression était grave. Nous devons décider ce qui se passe ensuite. Evelyn regarda les visages autour d'elle, burinés et cicatrisés, des yeux qui avaient vu la violence et la perte dans la fraternité particulière qui venait du partage des deux. Ces hommes l'avaient protégée, étaient apparus quand elle en avait eu besoin, avaient prouvé que les hypothèses du monde à leur sujet étaient fausses. « Je veux le rendre public », dit-elle. La pièce devint silencieuse. « Je veux que les gens sachent ce que Stitch a construit, ce que vous avez tous construit. 40 ans à sauver des enfants dont personne d'autre ne se souciait. 40 ans à être traités de criminels alors que vous étiez en fait des héros. » Elle marqua une pause. « Et je veux que Clayton Mercer réponde de ce qu'il a fait, d'avoir bâti une carrière sur des mensonges, d'avoir essayé de détruire la preuve de sa propre salvation. » Colt échangea des regards avec les autres. « Vous comprenez ce que cela signifie? Mercer ne se retirera pas sans se battre. Il a des ressources, des relations, des contacts médiatiques qui raconteront l'histoire qu'il veut qu'il raconte. » « Je sais. Et vous êtes sûr? » Evelyn pensa à Harold. Ce qu'il dirait s'il pouvait l'avoir maintenant. Il lui dirait de se battre. « Je suis sûr. » La préparation prit 3 jours. Evelyn organisa tout avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer des plans de cours et des barèmes de notation. Chaque photographie fut scannée et sauvegardée. Chaque lettre fut copiée. Le journal fut photographié page par page. Plusieurs copies allèrent à plusieurs endroits. L'avocat de Colt dans le Nevada. Un coffre-fort dans le comté voisin. Une archive numérique téléchargée sur des serveurs sécurisés que Wrench savait apparemment comment accéder. S'il arrivait quoi que ce soit aux originaux, la vérité survivrait. Nayen aida. La serveuse était devenue une présence régulière à la maison. Elle apportait de la nourriture, aidait à l'organisation, posait des questions qui poussaient Evelyn à réfléchir davantage à ce qu'elle faisait et pourquoi. « Vous êtes sûr de ça? » demanda Nayen un soir. Elles étaient assises sur le porche avant de regarder le soleil se coucher sur les plaines vides. « Le rendre public, je veux dire, une fois que c'est là, vous ne pouvez pas le reprendre. »« Je suis sûr. » Evelyn resta silencieuse un long moment. « Parce que j'ai passé 2 ans à être invisible, à être toléré, à me sentir comme un fardeau que tout le monde souhaitait simplement voir disparaître. » Elle marqua une pause. « Stitch a passé 40 ans à aider des gens que le monde avait jetés. Des enfants que personne ne voulait. Et il l'a fait en secret parce que c'était le seul moyen de les garder en sécurité. » Elle se tourna pour regarder Nayen. « Mais le monde a changé. Les personnes qui ont été sauvées méritent de savoir qui les a sauvées. Et les personnes qui essaient d'enterrer cette vérité méritent d'en subir les conséquences. » Nayen hocha lentement la tête. « Alors assurons-nous de bien faire les choses. » La journaliste arriva le 4e jour. Son nom était Jennifer Walsh, journaliste d'investigation pour un journal régional qui luttait contre la baisse du lectorat et la pression des entreprises. Jeune aux yeux vifs, le genre d'affamé, raclement de gorge, qui venait de vouloir prouver quelque chose à un monde qui n'arrêtait pas de lui dire non. Colt l'avait trouvé par des relations. Un frère qui connaissait un frère qui connaissait quelqu'un dans les médias. Le genre de chaîne qui ne fonctionnait que lorsque la confiance était gagnée plutôt que supposée. Elle écouta sans interrompre. Evelyn lui raconta tout, lui montra le sous-sol, la laissa lire le journal et les lettres et la liste de noms qui incluait un député en fonction. Quand Evelyn eut fini, Jennifer resta assise en silence pendant longtemps. « C'est incroyable, dit-elle finalement. Si c'est vrai, c'est vrai. » Jennifer regarda les photographies, les décennies de documentation soignée, la preuve de quelque chose de remarquable caché à la vue de tous. Le député Mercer a bâti toute son image sur le fait d'être autodidacte, de s'être sorti d'affaires par ses propres moyens,
de critiquer exactement le genre de personnes qui lui ont sauvé la vie. Elle secoua la tête. Si cela sort, il est fini. C'est le but. Jennifer étudia Evelyn attentivement. Pourquoi faites-vous ce que là? Vraiment? Vous auriez pu prendre l'argent de G, partir, recommencer ailleurs avec 75 000 $ en poche. Evelyn réfléchit à la question. Parce que certaines choses comptent plus que l'argent. Parce que Stitch a passé sa vie à aider des gens que personne d'autre n'aiderait. Et sa récompense a été que son héritage soit menacé par quelqu'un qui l'a sauvé. Elle marqua une pause. Ce n'est pas juste, et quelqu'un doit le dire. Jennifer hocha la tête. Alors disons-le. L'histoire éclata 5 jours plus tard. Jennifer avait travaillé vite, vérifié ce qu'elle pouvait, documenté le reste, trouvé d'autres sources qui pouvaient corroborer des parties de l'histoire. D'anciens fugueurs qui étaient passés par le Clubhouse il y a des décennies. Des travailleurs sociaux qui avaient entendu des rumeurs, mais n'avaient jamais connu toute la vérité. Le titre s'étalait en première page. Le président des Hells Angels a secrètement sauvé des centaines d'enfants fugueurs pendant 40 ans. En dessous, une photographie de Stitch du mur du sous-sol, barbe grise, yeux doux, le visage d'un homme qui avait changé d'innombrables vies sans jamais demander de reconnaissance. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les nouvelles locales l'ont reprise en premier, puis régionale, puis nationale. En 48 heures, elle était partout. Les chaînes d'information câblées, les émissions du matin, les sites Internet qui atteignent des millions de personnes. Incrusté dans l'histoire, le détail que personne ne pouvait ignorer. Le député Clayton Mercer, l'histoire de réussite autodidacte, le champion de la lutte contre la criminalité, qui avait bâti une carrière en attaquant les gangs de motards et la violence des gangs. Il était Danny W., l'adolescent effrayé de 15 ans, qui avait fui des parents abusifs en 1983, qui avait trouvé refuge chez les Hells Angels, qui avait été nourri et protégé et envoyé chez sa grand-mère en Pennsylvanie pour recommencer. La même grand-mère qui, selon sa biographie officielle, l'avait élevé après la mort de ses parents dans un accident tragique, pas après qu'il l'ait battu jusqu'à l'inconscience, après qu'il soit mort, un mensonge. Une tromperie calculée conçue pour créer un récit de réussite par l'effort personnel et de responsabilité individuelle. Et maintenant, la vérité était là. Le bureau de Mercer publia une déclaration en quelques heures. Il nia tout, le qualifia de fabrication, affirmant que des éléments dangereux essayaient de détruire sa réputation avec de faux documents et des preuves fabriquées. Mais les lettres continuaient d'arriver, renifles, d'anciens fugueurs qui avaient été sauvés par Stitch, maintenant adultes avec des familles et des carrières et des vies qu'ils n'auraient jamais cru avoir. Ils ont vu l'histoire, ont reconnu ce qui se passait et ils se sont manifestés. Des dizaines d'entre eux, tous racontant la même histoire, tous confirmant que Stitch les avait aidés quand personne d'autre ne le ferait. Tous prouvant que les documents dans le sous-sol d'Evelyn étaient réels. Un homme est venu de Californie et trouvé la maison d'Evelyn, s'est retrouvé sur son porche, les larmes coulantes sur son visage buriné. J'avais 16 ans, dit-il, accro à l'héroïne, vivant dans les rues de Philadelphie. Stitch m'a trouvé sous un pont, m'a amené ici, m'a aidé à me désintoxiquer, m'a aidé à trouver ma sœur en Oregon. Il leva une photographie de famille, d'enfants, de petits-enfants. C'est ma vie, la vie qu'il m'a donnée, et je n'ai jamais pu le remercier. Des histoires comme la sienne affluèrent, des lettres aux journaux, des appels téléphoniques aux stations de télévision, des publications sur les réseaux sociaux qui sont devenues virales et ont continué. La vérité était là et elle ne pouvait pas être cachée de nouveau. Le soutien de Mercer s'effondra par vagues. D'abord, ses donateurs. Les financiers qui avaient financé ces campagnes comprirent que l'association avec un menteur était pire que l'association avec les Hells Angels. Ils retirèrent discrètement leur soutien, cessèrent de répondre aux appels, commencèrent à chercher d'autres candidats à soutenir.
puis ses collègues, d'autres députés qui s'étaient tenus à ses côtés pour des séances photos et des réunions de commission. Ils se distancèrent avec une efficacité exercée, publièrent des déclarations, exprimant leurs préoccupations, appelèrent à des enquêtes. Puis ses électeurs, les gens qui avaient cru à son histoire, qui l'avaient vu comme la preuve qu'un travail acharné et de la détermination pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Ils se sentirent trahis, trompés, ridiculisés par un homme qui leur avait menti pendant des années. Le 12e jour après l'éclatement de l'histoire, Clayton Mercer tint une conférence de presse. Il semblait plus vieux que ses photographies, diminué d'une manière ou d'une autre. L'armure de sa persona soigneusement construite se fissura et montra l'homme effrayé en dessous. Il admit tout. Oui, il avait été un fugueur. Oui, les Hells Angels l'avaient aidé. Oui, il avait menti sur son passé parce qu'il avait honte de ses origines, parce qu'il pensait que la vérité le ferait paraître faible. Il s'excusa, mais les excuses ne pouvaient annuler des décennies de tromperie, ne pouvaient pas rendre les carrières qu'il avait endommagées avec sa rhétorique anti-gang, ne pouvaient pas réparer la confiance qu'il avait brisée avec chaque électeur qui avait cru à sa mythologie autodidacte. Il démissionna le lendemain matin. La chute de Preston G. 22 semaines plus tard. Le barreau lança une enquête basée sur les plaintes documentées par le shérif Bennington. Intimidation, harcèlement, menaces contre une femme âgée. D'autres clients se manifestèrent avec des histoires similaires. Des gens que G avait menacés au nom de ses puissants clients. Des gens qui avaient été trop effrayés pour parler jusqu'à ce qu'ils voient que quelqu'un d'autre avait parlé en premier. Sa licence fut suspendue en attendant un examen. 3 mois plus tard, elle fut révoquée définitivement. Les 40 000 $ devinrent un capital de démarrage. Evelyn y avait réfléchi pendant des semaines. Ce que Stitch aurait voulu, ce à quoi l'argent était censé servir. Continuer à aider. Sa note avait dit « Il y a toujours plus de perdus qui ont besoin d'être trouvés. » Mais Evelyn avait 76 ans. Elle ne pouvait pas gérer un chemin de fer clandestin pour adolescents fugueurs. Ce qu'elle pouvait faire était quelque chose de différent, quelque chose qui honorait la mémoire de Stitch tout en abordant une crise qu'elle comprenait personnellement. Elle annonça la fondation un matin froid de décembre. Les moteurs se rassemblèrent dans la pièce principale. Des journalistes que Jennifer avait invités, d'anciens fugueurs qui avaient voyagé à travers le pays pour être là. Nain et le shérif Bennington et une poignée de locaux qui avaient commencé à voir le clubhouse différemment depuis que l'histoire avait éclaté. « Cette maison a sauvé des enfants pendant 40 ans, dit Evelyn. Renifle. 200 hommes sont passés par ces murs. Ils ont trouvé la fraternité et un but et un lieu d'appartenance. » Elle marqua une pause. Je voulais refaire cela, mais pour un autre genre d'âme perdue. Elle dévoila le panneau qu'elle avait commandé, l'endroit de Stitch où personne ne roule seul, sous le nom en plus petit caractère, un refuge pour les seniors confrontés au sans-abrisme. La pièce était silencieuse. Cette maison deviendra un refuge pour des gens comme moi, continua Evelyn, des gens à qui on a dit qu'ils étaient trop vieux pour compter, trop vieux pour valoir la peine, des gens dont les familles les ont abandonnés, dont les économies ont disparu, qui n'ont nulle part où aller. Elle regarda les moteurs. Stitch croyait que personne n'est laissé pour compte, que personne ne roule seul. Cette fondation portera cette conviction parce que les enfants ne sont pas les seuls que le monde jette. Colt s'avança. Sa voix était rauque d'émotion. Le club promet notre soutien, l'entretien, la sécurité. Tout ce dont vous avez besoin, nous serons là. D'autres promesses suivirent. Des dons d'anciens fugueurs qui avaient bâti des vies réussies et voulaient redonner. Des engagements de bénévolat de locaux qui avaient été émus par l'histoire. Des offres d'expertise de travailleurs sociaux et de prestataires de soins de santé qui comprenaient la crise à laquelle étaient confrontés les Américains âgés. Les 40 000 $ devinrent 80 000 $, puis 120 000 $. À la fin de la journée,
La fondation avait assez d'argent pour commencer ses opérations. Le premier résident arriva en janvier. Son nom était Walter Briggs, 81 ans, vétéran du Vietnam, 2 tours, le genre de service qui laissait des marques qu'on ne pouvait pas voir, mais dont on ne pouvait pas échapper non plus. Sa femme était décédée il y a 3 ans. Ses enfants vivaient à travers le pays et appelaient rarement. Sa pension couvrait le loyer jusqu'à ce que le propriétaire l'augmente au-delà de ce qu'il pouvait se permettre. Il se présenta à la porte avec un seul sac de voyage, tout ce qu'il possédait au monde. « J'ai entendu dire que vous pourriez avoir de la place, » dit-il doucement. Evelyn sourit. « Il y a toujours de la place. Entrez. » Elle le conduisit à travers la pièce principale, devant les murs toujours couverts de noms et de photographies. Devant le bar où Stitch était mort il y a 20 ans, devant la cheminée avec son message sculpté sur l'abri de la tempête. Walter regarda autour de lui lentement, absorbant l'histoire, le poids de ce que cet endroit avait été et de ce qu'il devenait. « Clubhouse des Hells Angels », dit-il. « Je n'aurais jamais pensé finir dans un de ceux-là. »« La vie vous emmène dans des endroits inattendus », répondit Evelyn. Elle le conduisit à sa chambre, une des pièces à l'étage que les moteurs avaient rénovées. Petite mais chaude, lit propre, fenêtre qui donnait sur les plaines vides. Walter posa son sac de voyage sur le sol. « Merci, » dit-il, la voix brisée. « Personne d'autre ne m'aurait pris. » Evelyn posa sa main sur son épaule. « Vous êtes à la maison maintenant. » La fondation grandit. Au printemps et en été et jusqu'à l'automne suivant, la nouvelle se répandit à travers des réseaux qu'Evelyn n'avait jamais connus. Centre pour seigneurs, organisation d'anciens combattants, églises et synagogues, et mosquées où les gens pratiquaient réellement ce qu'ils prêchaient. La maison se remplit. 16 résidents au premier anniversaire. Des hommes et des femmes à qui le monde avait dit qu'ils ne comptaient plus, que leur utilité était expirée, qu'ils devaient trouver un endroit pour attendre la mort et cesser d'être gênants. Ils trouvèrent quelque chose de différent à l'endroit de Stitch. Ils trouvèrent un but. Les motards avaient reconstruit le garage en atelier. Des résidents qui avaient des compétences mécaniques en enseignèrent à d'autres. Des hommes qui avaient aussi des carrières à réparer des choses transmirent ce savoir à des hommes qui avaient passé des carrières derrière des bureaux. Un jardin apparut derrière la maison. Des légumes et des fleurs plantées par des mains qui avaient cru leur jour de plantation terminé. Quelqu'un donna un piano. Quelqu'un d'autre se souvint comment en jouer. Les soirées se remplirent de musique qui n'avait pas été entendue dans ces murs depuis les années 1980. Et chaque année, le 15 novembre, les moteurs revenaient. Plus 5, plus 12, des dizaines, des centaines une fois. Ils venaient de tout le pays. De chapitres en Californie et au Texas et en Floride, d'États qu'Evelyn n'avait jamais visités. De vieux hommes qui avaient roulé avec Stitch il y a des décennies. De jeunes hommes qui n'avaient entendu que les histoires. Ils venaient pour l'honorer, pour se souvenir de ce qu'il avait construit, pour voir ce qu'il était devenu. Evelyn se tenait sur le porche pendant ces rassemblements, regarda les motos remplir le terrain de gravier, le chrome attrapant la lumière du soleil, les moteurs créant un tonnerre qui roulait à travers les plaines vides comme une déclaration d'existence. Ces hommes avaient été appelés criminels, hors la loi, menaces pour la société décente. Ils avaient sauvé des centaines d'enfants. Ils avaient protégé une vieille femme quand elle n'avait personne d'autre. Ils avaient prouvé que les étiquettes du monde étaient fausses. La lettre l'arriva un mardi après-midi. Evelyn reconnut l'écriture sur l'enveloppe. Nette, soignée, le genre d'écriture qui suggérait l'éducation et la précision. L'adresse de retour était la Virginie. Elle l'ouvrit lentement. « Chère Madame Hartley, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. J'ai suivi l'histoire de l'endroit de Stitch depuis qu'elle est apparue dans les journaux. J'ai vu ce que vous avez construit, ce que vous avez honoré. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Mon nom est Lauren Mitchell. Je suis votre fille. » Les mains d'Evelyn tremblèrent. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Ce que je vous ai fait était impardonnable.
Je me suis dit que c'était pratique, que je faisais ce qui était le mieux pour tout le monde, que vous seriez mieux ailleurs. Je me mentais à moi-même. La vérité est que j'avais honte. Honte de ma propre incapacité à être la fille que vous méritiez. Honte de vous regarder pleurer, papa, et de ne pas savoir comment aider. Honte de mes propres échecs qui n'avaient rien à voir avec vous. J'ai pris cette honte et je l'ai transformée en cruauté. Je suis tellement désolé. Je vous ai regardé à la télévision, vous ai regardé parler de Stitch et de la fondation et de ce que vous construisez. J'ai vu la femme que vous êtes devenue dans les années depuis que je vous ai enfermé hors de ma maison. Vous êtes remarquable. Vous avez toujours été remarquable. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que je vous vois maintenant. Vraiment vous voir. Et je suis si fier d'être votre fille. Si jamais vous voulez parler, mon numéro est ci-dessous. De toute façon, je comprends. Avec amour et regret, Lauren. Evelyn lut la lettre 3 fois. Puis elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et pleura. Pas les larmes amères de l'abandon. Pas les larmes froides de la solitude. Quelque chose d'autre. Quelque chose de plus propre. Elle pensa à la philosophie de Stitch. Personne n'est laissé pour compte. Personne ne roule seul. Elle pensait aux enfants qu'il avait sauvés, les fugueurs qui étaient devenus médecins et avocats et enseignants et parents, des gens à qui on avait donné une seconde chance et qui en avaient fait quelque chose. Elle pensa à ce que cela signifiait de pardonner, pas d'oublier, pas de prétendre que la douleur n'était jamais arrivée, mais de la reconnaître et d'avancer quand même. De choisir la connexion plutôt que l'isolement. De choisir l'espoir plutôt que l'amertume. Evelyn prit son téléphone. Elle composa le numéro au bas de la lettre. Il sonna 2 fois. « Maman ?» La voix de Lauren était petite, incertaine. La voix de quelqu'un qui s'attendait au silence et reçut quelque chose d'entièrement différent. « Bonjour, ma chérie. » Le silence s'étira sur la ligne. Puis Lauren commença à pleurer. « Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment. »« Je sais. Pouvez-vous me pardonner? » Evelyn regarda par la fenêtre le terrain de gravier où les motos se rassemblaient chaque novembre, à l'atelier où les vétérans s'enseignaient à réparer les moteurs, au jardin où les résidents cultivaient des légumes et se souvenaient de ce que cela faisait de créer quelque chose. « Je peux essayer, dit-elle. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. » Le prochain anniversaire fut le plus grand à ce jour. 50 motos bordaient le terrain de gravier, le chrome brillant sous la lumière du soleil de novembre, le cuir et les patchs et le tonnerre des moteurs qui étaient devenus le son du retour à la maison. Evelyn se tenait à la tête du rassemblement. Derrière elle, une plaque de bronze avait été montée au-dessus de la cheminée, sous le message sculpté de Stitch sur l'abri de la tempête. À la mémoire de Stitch qui nous a appris que la famille est celle qui se manifeste 1141 à 2004. Les résidents de l'endroit de Stitch se tenaient parmi les moteurs. 23 d'entre eux maintenant. Des hommes et des femmes qui avaient été abandonnés par le monde et avaient trouvé un foyer dans un endroit que le monde avait abandonné. Parmi eux, une femme d'une 50aine d'années, les cheveux foncés striés de gris, des yeux qui portaient le poids du regret et la légèreté de la rédemption. Lauren avait emménagé il y a 3 mois. Pas en tant que résidente, en tant que bénévole. Elle cuisinait des repas, organisait des activités, aidait avec la paperasserie interminable qui maintenait une fondation en marche. Elle apprenait à être présente, apprenait à se manifester, prenait ce que cela signifiait d'être une famille. Evelyn leva son verre. « Hey Stitch, dit-elle, qui croyait que personne n'est laissé pour compte. »« À Stitch, fit écho la foule, et à vous tous qui prouvez chaque jour qu'il avait raison. » Le rassemblement dura jusqu'au coucher du soleil. Des histoires furent partagées. Des noms sur les murs furent rappelés. Des photographies furent étudiées par des hommes qui reconnaissaient des versions plus jeunes d'eux-mêmes alors que la lumière s'estompait. Evelyn se retrouva debout seule sur le porche. Les motos commencèrent à partir.
Une par une, les moteurs rugissant à la vie et s'estompant au loin. Des frères retournant à leur vie à travers le pays, emportant le souvenir de cet endroit avec eux. Colt fut le dernier à partir. Il se tint à côté d'Evelyn dans l'obscurité croissante, sa barbe grise plus longue qu'elle ne l'avait été un an auparavant. Ses yeux fatigués mais paisibles. « Il serait fier, dit Colt. Stitch, il serait fier de ce que vous avez construit. Je ne l'ai pas construit seul. Non, mais vous l'avez commencé. Vous avez ouvert la porte quand tout le monde se serait enfui. » Evelyn pensa à cette nuit il y a un an, debout dans l'embrasure de la porte à 2 heures du matin, affrontant 5 motards parce que se cacher ressemblait à une reddition. Parfois, ouvrir la porte est tout ce qu'il faut. Colt hocha la tête. Parfois, c'est tout. Il monta sur sa moto, le moteur rugit à la vie. Même heure l'année prochaine. Même heure chaque année. Il s'éloigna dans l'obscurité. Evelyn regarda jusqu'à ce que son feu arrière disparaisse, puis elle se retourna et rentra. La pièce principale brillait d'une lumière chaude. Les résidents s'installaient dans leur routine du soir. Quelqu'un jouait du piano dans le coin. L'odeur du dîner cuisinant dans la cuisine où Lorraine apprenait les recettes de sa mère. Evelyn passa sans s'arrêter. Elle marcha jusqu'à la porte du sous-sol, l'ouvrit, descendit les escaliers qui ne grinçaient plus parce que Preacher les avait correctement reconstruits. Le mur de photographie couvrait toujours le côté éloigné de la pièce. Des centaines de visages, des enfants devenus adultes devenus grands-parents. Un héritage de miséricorde qui avait survécu à l'homme qui l'avait créé. Evelyn toucha une des photographies. James, 1982, rentré sain et sauf. Elle se demanda où était James maintenant, quel genre de vie il avait construit, s'il savait que l'homme qui l'avait sauvé était devenu une légende. Elle se demanda la même chose pour tous, les enfants que Stitch avait aidés, les frères qui avaient gardé son secret, le monde qui les avait jugés sans jamais comprendre ce qu'ils étaient vraiment. Evelyn remonta les escaliers. Elle ferma la porte du sous-sol derrière elle. Dans la pièce principale, Walter Briggs enseignait à un nouveau résident à jouer aux échecs. Lorraine dressait la table pour le dîner. Quelqu'un avait mis de la musique et 2 des résidents plus âgés dansaient lentement dans le coin, se souvenant de pas d'il y a des décennies. Maison. Le mot signifiait quelque chose de différent maintenant. Pas un endroit où l'on est né, pas un bâtiment que l'on a payé, pas une famille qui partageait son sang. Maison était cela. Des gens qui se manifestaient, des gens qui restaient, des gens qui se choisissaient parce que le monde ne leur avait donné personne d'autre à choisir. Evelyn avait été jetée à 76 ans. À 77 ans, elle avait construit quelque chose qui comptait. À 68 ans, elle se tenait au centre de cela, entourée de la famille qu'elle avait trouvée dans l'endroit le plus improbable imaginable. Un coup retentit à la porte. Evelyn s'approcha, l'ouvrit. Un homme âgé se tenait sur le porche, 84 ans peut-être. Silhouette mince, des yeux qui contenaient des décennies de solitude. Il serrait d'une valise usée avec des mains qui tremblaient. Derrière lui, un taxi s'éloignait déjà. « J'ai entendu, dit-il doucement, j'ai entendu dire que vous pourriez avoir de la place pour un de plus. » Evelyn sourit, le même sourire qu'elle avait donné à Walter Briggs, le même sourire qu'elle avait donné à chaque homme perdu qui avait trouvé son chemin vers cette porte. « Il y a toujours de la place, dit-elle. Entrez. » Elle recula. Il avança. La porte se referma derrière lui. Et dans une maison où 200 âmes avaient autrefois trouvé abri contre la tempête, une âme de plus trouva